que j'aimerais dire à tous ces jeunes qui pourront m'entendre, c'est que dans la voyoucratie, dans cette vie qu'on imagine extravagante, cette vie qu'on imagine pleine de facilité, en réalité, il n'y a pas de famille à trouver, il n'y a pas de réelle richesse à garder. Au bout du compte, c'est des déceptions, très souvent la prison, et parfois aussi la mort. J'ai grandi dans un quartier populaire, donc celui de Barbès, autrement dit la Goutte d'Or, à Paris dans le 18e arrondissement. Mon père était pâtissier, mais était surtout alcoolique et violent. Ma mère était femme de ménage, elle était illettrée et elle travaillait énormément, elle avait jusqu'à 5 emplois pour élever les 4 gosses qu'on était. Donc j'avais ma grande sœur qui était 3 ans mon aînée. J'avais un frère, mon cadet, donc qui était 3 ans plus jeune que moi et qui est né sourd et muet. Et j'avais la petite dernière qui était 4 ans plus jeune que moi. Donc voilà, on vivait tous les 4 avec nos parents dans un petit studio au départ pendant les premières années. Et vers l'âge de 6 ans à peu près, on a déménagé pour un 2 pièces. Donc c'était un 2 pièces très modeste, pas de salle de bain, un WC sur le palier. Donc ma mère, elle était toujours à courir d'un emploi à l'autre. Quand elle rentrait à la maison, c'est s'occuper du repas vite fait, nous donner à manger, laver les affaires, nous laver dans une cuvette. Donc elle s'asseyait jamais avec nous à table parce qu'elle n'avait pas le temps de le faire. Et mon père, lui, quand il finissait de travailler, en général, il était dans le bistrot du coin en train de jouer au billard et en train de se saouler. Puis souvent on allait le chercher et quand il rentrait lui-même, dans tous les cas, il était bourré. Donc c'était les insultes, les injures envers ma mère. Donc c'est vrai que je me mettais souvent entre deux, j'essayais un petit peu d'attirer les foudres sur moi pour que ma mère puisse qu'on continue ce qu'elle avait à faire dans le calme. Et moi, après c'était la pluie de coups qui tombait. De là, forcément, quand j'arrivais à l'école le matin, j'étais épuisé parce que à la maison, les nuits étaient plutôt courtes. J'avais une prof qui m'emmenait souvent un coussin, je m'allongeais au fond de la classe, en fait je finissais ma nuit dans la classe. Elle me réveillait seulement quand il y avait des mathématiques. J'adorais ça, elle le savait, j'étais très bon. Donc elle mettait en général le problème au tableau. Une fois que tout le monde avait démarré, elle venait me réveiller en me disant Yannick, voilà, il y a un petit problème de maths. Puis moi, voilà, je me mettais dessus et puis je trouvais très rapidement. À l'âge de 8 ans, il y a eu un signalement de l'école au juge des enfants, donc en disant que par rapport à chez moi ça se passait mal, que je dormais en classe, donc forcément je pouvais pas être. Pour ma part, moi j'avais l'impression d'être puni en fait pour quelque chose qui m'appartenait pas, donc j'étais toujours en fugue, toutes les semaines en général je me barrais du foyer, et à chaque fois j'étais ramené, dès que j'arrivais chez ma mère en fait elle me ramenait à l'autocar le week-end pour que je retourne au foyer. Donc ça a duré comme ça pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, le foyer n'a plus voulu de moi, donc je suis revenu sur Paris, donc chez mes parents. À l'âge de 12 ans, donc j'avais déjà commencé à fumer les cigarettes, j'ai commencé à fumer du cannabis. Donc la scolarité, forcément, ça suivait pas, donc le juge a décidé de me remettre dans un second foyer. Je suis arrivé dans ce second foyer, c'était des jeunes de 12 à 18 ans. Dès les 48 premières heures, il y a eu un petit cambriolage extérieur qui était organisé par les plus anciens. On était une trentaine à y aller, et donc ça a été mon premier cambriolage où j'ai pris un peu d'argent. C'était un magasin de d'IFI. J'avais l'impression d'avoir réussi quelque chose. Quand ma mère m'a rendu visite avec ma sœur aînée, j'avais un peu d'argent. Donc j'avais l'impression d'avoir réussi quelque chose, quoi. Donc j'ai partagé cet argent avec ma grande sœur. J'étais assez fier d'ailleurs de lui raconter mes exploits. Donc ça a duré comme ça pendant une petite année, et au bout d'un an, le juge m'a à nouveau remis chez mes parents à ma demande, m'a remis à Paris, ça allait pas mieux.
Donc toujours l'alcoolisme de mon père qui était de pire en pire. Donc j'étais à nouveau remis dans un dernier foyer et là en l'espace d'un mois j'ai rencontré pas mal de jeunes que je connaissais déjà, certains de mon quartier et d'autres d'ailleurs qui avaient fait de la prison, et là j'ai eu en une semaine mes 8 premières affaires judiciaires. Donc le juge a baissé les bras, il m'a juste dit voilà, je te laisse gérer, je te remets chez tes parents, mais en sachant que dans tous les cas, une fois majeur, la prison tu l'éviteras pas si tu continues sur ce chemin. J'ai continué à goûter à d'autres produits de stupéfiants. Donc j'ai fait le tour. À l'époque, on n'en parlait pas comme aujourd'hui à la télé, donc on ne savait pas trop ce que c'était. On n'employait même pas le mot drogue, on ne savait pas qu'il y avait des accoutuments. Donc oui, je goûtais pas mal de choses. Et de fil en aiguille, à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé en prison donc pour la première fois pour une petite durée, c'était une durée de 8 jours. Et forcément, après, ça a été crescendo. Je suis reparti en prison pour un vol à la roulotte pour 2 mois. Je suis reparti en prison pour un cambriolage pour 6 mois. Et enfin, je suis retombé pour un autre cambriolage pour une durée d'1 an. À ma sortie de prison, j'ai revu ma grande sœur qui était tombée dans la consommation de médicaments très très forts, qui n'étaient d'ailleurs pas en vente libre. Et pendant une incarcération suivante, le directeur de la prison m'a appelé tout simplement pour m'annoncer le décès de ma grande sœur. La première fois où j'ai été incarcéré, donc j'avais 16 ans, c'était pour une très courte durée, donc une durée de 8 jours. Pendant ma garde à vue, donc quand j'ai compris en tout cas que j'allais aller en prison, alors forcément il y avait une petite appréhension, on se demande dans quoi on va tomber, on imagine tout ce qu'on peut voir à la télé, les prisons américaines qu'on voit dans les feuilletons, donc forcément ça fait un peu flipper. Et puis donc je suis arrivé au quartier des jeunes, donc à Fleury-Mérogis, des jeunes détenus, le CJD. En arrivant là-bas, je me suis rendu compte que ça avait évidemment rien à voir avec ce qu'on pouvait voir dans les séries télévisées. Je me suis retrouvé avec plein de gamins de mon quartier, plein de clandestins aussi. Souvent, ils disaient qu'ils étaient mineurs pour éviter d'avoir des peines trop lourdes, donc ils se retrouvaient au CJD, mais enfin, c'était tous les mecs de mon quartier. J'ai juste eu l'impression de me retrouver à nouveau dans un foyer, ni plus ni moins. Alors certes, on ne pouvait pas vaquer comme on voulait, mais question ambiance, c'était vraiment comme un foyer. Donc en plus, le fait d'y rester que 8 jours, ça m'a juste enlevé toutes les peurs que je pouvais avoir de la prison. C'était plus un terrain inconnu. Donc voilà, c'était ça m'a enlevé vraiment tout ce qui pouvait me faire peur quand j'entendais parler de prison, avant d'y avoir été. Alors par la suite, donc quand j'ai eu des peines un petit peu plus lourdes, donc au départ c'était des petites rencontres, des petits délinquants comme moi, qu'on se revoyait à l'extérieur, on faisait des petits cambriolages, des petits vols de voitures, des petites choses. Et puis tout doucement on grandit, on mûrit un peu, on a un peu plus de connaissances, et forcément quand on arrive en prison, c'est l'école du crime, on rencontre des gens qui sont là pour des affaires un peu plus importantes que nous. Donc forcément on s'y intéresse, donc on leur pose des questions, comment tu fais ça, comment tu t'outilles, etc. Et puis quand je suis tombé plus tard pour mes premiers trafics de stupéfiants, donc les autres détenus, tout ce qu'ils savaient de moi, c'est que je balançais pas, que j'étais tombé pour trafic de stupéfiants, qu'il y avait un revolver en ma possession. Donc tout de suite, ça donne une image de moi qui est respectable. Et forcément, j'étais approché par des trafiquants aguerris, des gens qui avaient 20-30 ans de plus que moi, donc qui étaient dans le trafic international depuis déjà très longtemps. Donc j'étais approché, il y a une sympathie qui s'est faite, on m'a accordé beaucoup de confiance, j'ai rendu des services, on m'en a rendu, et j'ai simplement rempli mon carnet d'adresses, et quand je suis sorti, j'ai revu tout ce beau monde, et là j'ai gravi d'échelle, je suis passé vraiment dans une autre catégorie de délinquance, on est passé vraiment dans le trafic international, on organisé. Quand j'ai acheté mon premier revolver, au début, c'était simplement parce que je me suis dit qu'on n'est pas à l'abri en tant que trafiquant de se faire agresser par d'autres trafiquants, de
de se faire dépouiller. Et puis en même temps, je me suis dit, au moins voilà, si un jour j'en ai besoin, si j'ai besoin de me défendre, c'est une sécurité d'en avoir à disposition. Donc j'en ai discuté avec les gars que j'avais rencontrés en prison. Donc on m'a fait un contact et donc j'ai acheté mon premier revolver. Je n'ai jamais vraiment eu l'intention en tout cas de l'utiliser. Je ne l'ai jamais utilisé contre une autre personne. Mais le simple fait de savoir que je l'avais, qu'il était rangé, qu'il était là, ça apporte quand même une certaine sécurité. Après, c'est vrai, comme j'habitais en campagne, je m'étais fait un petit stand de tir où j'allais régulièrement tirer quelques balles pour l'histoire de me faire plaisir, le fait d'entendre la détonation, le fait de sentir la sensation que ça peut procurer dans le bras, dans le corps. C'était quelque chose d'assez agréable, c'était un petit peu d'adrénaline. Voilà, c'était vraiment un peu comme un sport, mais en même temps, le fait d'avoir ce sentiment de sécurité, pour moi, c'était quand même important. En ce qui me concerne, j'ai jamais cherché vraiment d'adrénaline quand je me suis engagé dans le trafic, ou même dans la délinquance en général. C'est juste que c'est les portes qui sont ouvertes à moi. J'ai pas appris d'autres métiers, j'ai pas eu d'autres exemples autour de moi. Vraiment, c'est au fil des rencontres, c'est ce que j'ai rencontré, c'est des trafiquants. Et je me suis rendu compte simplement que c'était à ma portée, que j'étais capable de gérer un trafic de stupéfiants, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Il y a de la gestion, il faut avoir le feeling, il faut avoir le bagou pour pouvoir échanger avec d'autres trafiquants, pour pouvoir proposer ses produits. Donc je me suis senti vraiment bon dans ce domaine. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le recul, j'aurais très bien pu vendre n'importe quel autre produit à partir du moment où j'aurais eu la connaissance du produit. Mais là, les choses sont faites comme ça parce que je connaissais bien le cannabis, j'ai connu toutes les drogues avant même de les vendre, je les ai moi-même consommées. Donc je savais ce qu'un consommateur recherche dans ces produits-là, je savais la qualité qu'il fallait avoir, je connaissais très bien les prix. Donc voilà, c'était vraiment, pour moi, c'était un peu comme une seconde peau. Quand je montais dans une voiture, qu'il fallait que je rentre dans la peau d'un personnage parce que je savais que je pouvais être contrôlé à n'importe quel moment, qu'il fallait que je sache exactement quoi répondre. Voilà, j'avais l'impression vraiment d'être bon dans quelque chose. C'était un peu comme c'était mon métier, à ce moment-là en tout cas. Et alors oui, bien sûr, il y a des moments où je trouvais des petits côtés adrénaline, comme je pouvais en trouver quand je conduisais une voiture, comme je pouvais en trouver quand je tirais sur mon stand de tir, comme je pouvais en trouver à l'époque où je consommais des produits. Mais ce n'est pas du tout ce que je recherchais. Ce que je voulais, c'était pouvoir gagner de l'argent, pouvoir subvenir à mes besoins, pouvoir aider aussi mes frères et sœurs, pouvoir offrir autre chose à ma mère que toutes ces années de femme de ménage qu'elle a connues. Ça, c'était vraiment mon but. Mon but, c'était de prendre de l'argent, pouvoir le mettre de côté et un jour pouvoir le réinvestir dans quelque chose de légal et de pouvoir vivre légalement. Je voulais créer en fait ma place professionnelle dans la société. Mais voilà, en utilisant un biais qui était forcément un biais illégal. Dans cette vie de trafiquant, ce que j'ai aimé, c'était l'impression d'avoir trouvé une famille. Parce qu'on était quand même une équipe. S'il y avait quelque chose qui se passait mal, je savais qu'on pouvait compter les uns sur les autres. Un coup de fil, voilà, tout le monde intervenait. C'était vraiment ce sentiment d'appartenir à un clan. Ce que je n'avais pas connu dans ma vie familiale avec mes parents. J'avais l'impression vraiment de le trouver à ce moment-là en tout cas. Et évidemment, ce que j'aimais, c'est de gagner de l'argent, c'est de pouvoir dépenser sans compter, c'est de pouvoir offrir vraiment tous les cadeaux que je pouvais avoir envie d'offrir à mes nièces, à mes enfants, à mes frères et sœurs, à ma mère. C'était aussi, bien sûr, d'avoir les moyens de voyager, mais même l'argent, c'était pas la première chose que je recherchais. Avec le temps, bien sûr, quand j'ai un peu grandi, quand j'ai un peu plus mûri, que j'ai commencé à avoir des objectifs comme celui de mettre de l'argent de côté pour pouvoir créer quelque chose, là forcément, je le sais pour l'argent. Au début, je sais pas, je gagnais quelques milliers d'euros. À la fin, quand j'étais au plus haut de mes affaires, j'étais jusqu'à gagner entre 40 et 60 000 euros par mois en tant que bénéfice net qui m'appartenait à moi et à moi seul. Donc évidemment, quand on gagne beaucoup d'argent, on dépense tout autant.
Quand j'allais au restaurant, j'invitais 20 personnes. Quand on partait en voyage, je dépensais sans compter. Voilà, les cadeaux, j'en faisais vraiment à tout le monde, même aux copains, même aux clients. On perd en fait la notion de l'argent. On se rend plus du tout compte. 60 000 francs à l'époque, c'était pas 60 000 francs aujourd'hui, quoi, de ce que ça représente aujourd'hui pour moi. Pendant cette vie de trafiquant, une journée type que je pouvais avoir, c'était pas compliqué. Je partais avec la voiture. De toute façon, je passais beaucoup plus de temps dans la voiture que chez moi. Un reproche que me faisait souvent mon ex-femme. C'était beaucoup de routes. C'était, je montais soit en Espagne, soit en Hollande, soit en Belgique pour m'approvisionner auprès de mes amis. Donc en général, quand on se retrouvait, on était toujours une vingtaine autour d'une table. On était plusieurs acheteurs à se réunir. Donc une fois qu'on avait tout chargé et caché les marchandises dans nos véhicules, il y avait des voitures ouvreuses, donc on faisait le chemin retour. Et arrivé en France, je passais d'un département à l'autre, puisque tous mes clients étaient chacun dans un département différent. Donc je livrais tout le monde, je récupérais l'argent qu'ils avaient, j'avançais le reste. Et une fois que j'avais fini ma tournée, je rentrais dans ma planque, je posais la marchandise qui restait. En général, j'essayais de distribuer quasiment tout, mais le peu qui pouvait rester, en tout cas, je le rangeais dans la planque, je rangeais l'argent. Et puis après, on était reparti avec mon épouse, on allait au restaurant, puis on partait. Alors concernant mon ex-femme, c'est assez particulier en fait. Quand on s'est connus, elle connaissait parfaitement mon passé. On s'est connus, j'étais en prison. Donc quand je suis sorti, on s'était séparés quelque temps. Non, c'était pas encore ma femme, c'était ma petite amie de l'époque. Et elle m'a vu évoluer en fait. Je suis sorti, j'avais plus rien. Elle était à côté de moi avec son petit ordinateur, apprendre à m'organiser mes rendez-vous. Et en même temps à découvrir un petit peu cette vie légale. Donc évidemment, je lui ai jamais rien imposé, loin de là. Mais c'est quelque chose qu'elle a aimé, qu'elle a vraiment aimé. C'est vraiment devenu mon associé. C'est devenu mon complice, mon associé. Puis par la suite, bien sûr, mon épouse. On était arrivé à un point où, même pendant mes incarcérations, quand il y en a eu, elle continuait à gérer les affaires de l'extérieur. Tous mes potes, tous mes associés la connaissaient. C'était d'ailleurs la seule femme du clan qui était acceptée en tant que telle, en tant qu'associée. Voilà, elle a fait de la prison aussi, elle a aussi payé ses dettes. Mais en fait, c'était un peu comme l'un des nôtres. Elle avait beaucoup de valeur, c'est quelqu'un qui parlait pas, qui avait pas froid aux yeux, qui avait des tripes et qui a vraiment aimé cette vie. Ça s'est arrêté le jour où elle est tombée enceinte de moi. Où elle a compris tout simplement que le rôle de maman c'était pas compatible avec le rôle d'épouse d'un voyou. Alors je te trouve deux, trois petites anecdotes. Il y avait une fois où justement j'étais avec mon ex-épouse. On était parti à Lille pour acheter 3 kilos de cocaïne. Donc on rejoint nos amis donc dans un grand hangar. On achète les 3 kilos de coke, on les planque évidemment dans la voiture bien cachée. Et on repart. Donc c'est une voiture banalisée mais avec un nom de société sur la vitre arrière qui était très voyante. Ma femme est habillée, mon ex-femme est habillée en tailleur avec un petit ordinateur sur les jambes. Moi j'étais en costume avec une petite chemise ouverte, bien habillé. En tout cas, on représentait vraiment chef d'entreprise, quoi. C'était le but. Et c'était les heures de pointe, et à un moment donné, on arrive vers un feu rouge, et mon ex-épouse me dit merde, il y a les flics qui sont en train de contrôler au feu rouge. Donc je me dis t'inquiète pas, tranquille, reste calme, laisse-moi, je vais gérer. Donc on s'approche doucement du feu rouge, j'ouvre la fenêtre, j'appelle, je fais signe, c'était des motards, je leur fais signe. Il y en a un qui s'approche de la vitre, je dis bonjour. Je lui dis on a rendez-vous à l'hôtel Ibis avec les gens de la ville, sauf que là on est hyper à la bourre et en plus je suis complètement perdu, je sais pas du tout où c'est. Et le fait de leur dire que c'était les gens de la ville, donc forcément les gens pour qui ils bossent aussi, donc il m'a dit écoutez, bougez pas, on va vous ouvrir la route. Et donc il y a un motard qui s'est mis devant, un motard qui s'est mis derrière avec les gyrophares et qui nous ont accompagnés à l'hôtel Ibis. Alors mon ex m'a dit mais t'es complètement malade. J'ai dit moi t'inquiète pas, il n'y a plus personne qui va nous contrôler. Et effectivement, ils nous ont bien demandé ce qu'à compte port. Ça, c'était donc à Lille. Il y a eu une autre fois, alors complètement autre chose. Quand je dis vraiment que
cette profession, elle me collait vraiment comme une deuxième peau. En fait, c'est vraiment quand je montais dans la voiture, j'étais plus moi. J'étais vraiment le personnage que je voulais être. Je reviens d'Hollande, j'ai 3 kilos d'héroïne donc de cachet également dans la voiture. J'ai quelqu'un normalement qui m'ouvre la route et qui n'avait pas vu qu'il y avait les douaniers au péage chez les chiens qui sont... J'avais 2 chiens donc étaient dans le coffre de la voiture. Donc je descends de la voiture, il me demande d'où je viens, donc je lui explique que j'étais à un rendez-vous professionnel en Belgique. J'avais un petit calepin électronique, donc je l'ouvre et je lui dis tenez, ça c'est le compte rendu de la réunion d'où je viens. Et là j'ai une réunion en France avec le reste de l'équipe de notre société pour faire le point justement sur cette réunion très importante. Donc le fait de voir que j'avais ça dans les mains, le fait de voir que j'avais des costumes accrochés dans la voiture, que je présentais bien et que c'était une voiture donc qui était flopée par rapport à l'entreprise, il n'a pas fouillé, il m'a simplement dit écoutez, on souhaite une bonne route. Et une autre fois encore, alors là, c'est vraiment passé de très très peu. Je reviens de Paris, ma voiture elle est chargée de cadeaux, on est le soir de Noël. Le coffre est vraiment rempli. Et j'ai 2 gros sacs de marché qui sont remplis de pavés de cannabis. Et j'ai mes 2 chiens aussi dans le coffre. Donc je prends la route, j'ai mon épouse aussi qui est avec moi et j'ai une voiture ouvreuse. Donc je sais pas pourquoi la voiture ouvreuse elle a pris du retard. On s'est arrêté à un moment donné sur une sortie d'autoroute, on est sorti, j'ai servi un client, j'ouvre un des sacs, je déchire la fermeture sans faire exprès, donc je lui donne 5 kilos. Les sacs étaient vraiment juste devant et du coup ouverts puisque la fermeture était cassée, on repart. Et au moment où j'arrive la sortie d'après, je vois ma voiture ouvreuse qui est juste devant moi au péage, alors qu'on devait avoir un quart d'heure de distance entre l'un et l'autre. Donc je le vois passer, je suis en train d'hurler dans ma tête en me disant mais qu'est-ce qui m'a fait encore celui-là? Et au moment où moi j'arrive pour payer, je vois le rond-point qui est à 100 mètres de là, je vois qu'il y a les gendarmes qui le contrôlent. Donc ils le font sortir de la voiture, ils lui font ouvrir le coffre. Dans ma tête je me dis si on fait la même chose on est mort. Donc tout de suite j'échange quelques mots avec mon épouse pour lui dire quoi dire au cas où effectivement il se fait arrêter. J'arrive devant les gendarmes, donc il fait nuit, je ouvre ma fenêtre, je commence à rigoler sympathiquement avec eux en disant dis donc on fait travailler même le soir de Noël. Donc on échange quelques mots agréablement. Il me demande les papiers du véhicule, il me demande de sortir du véhicule et d'ouvrir le coffre. Là je me dis c'est mort. Tu vas finir le Noël en garde à vue et puis en prison bien sûr. Et au moment où on arrive au niveau du coffre, donc c'est vrai qu'il fait nuit, on voit rien. Je commence à ouvrir le coffre et je mets la main pour retenir les chiens. Je dis doucement les chiens, doucement. Et il me dit vous avez les chiens? Il me dit laissez tomber, allez-y. Je referme le coffre. Alors là franchement jamais j'aurais cru y échapper. Et je remonte dans la voiture soulagé, on repart avec les 2 sacs remplis de cannabis qui étaient juste devant l'ouverture du coffre. Souvent, on va poser la question de savoir si j'avais conscience de le fait de vendre des produits qui peuvent donner la mort, qui créent en tout cas beaucoup de problématiques, que ce soit dans les pays producteurs ou autres. Moi, j'ai pas vu cette mort, dans le sens où je vendais pas à des consommateurs, je vendais uniquement à d'autres vendeurs. Et je n'allais pas jusqu'au pays producteur non plus pour acheter, pour voir la misère qu'il pouvait y avoir. Donc si j'en avais conscience, sur ce point de vue-là, non. Après, si je savais à quel point les drogues pouvaient faire du mal, évidemment que oui, puisque comme je l'ai dit, j'ai perdu ma sœur aînée à cause de... C'était une consommation de médicaments, mais avant c'était des consommations de produits stupéfiants. J'ai moi-même consommé des produits stupéfiants. Donc évidemment, j'en avais conscience. Mais j'en avais pas conscience au même titre que si vous demandez à un buraliste qui est fumeur, il a conscience de vendre des produits à des gens qui vont mourir de cancer. Malgré qu'il soit fumeur et malgré qu'il vende ces produits, je pense pas qu'il en ait réellement conscience. Au même titre qu'un épicier qui vend de l'alcool, si vous lui posez la question, il fait que acheter et revendre. Il y a des choses qui sont légalisées, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Moi je travaille dans l'illégal. Mais on n'a pas plus conscience en tout cas que l'épicier, que l'Intermarché du coin ou le buraliste du quartier. Alors aujourd'hui bien sûr que les choses elles sont différentes parce que
d'abord j'ai changé de vie, ça fait 5 ans que j'en ai changé, ça fait plusieurs années, puisque j'étais incarcéré avant ces 5 ans, plusieurs années où j'ai réfléchi à la vie que je menais, où j'ai vu aussi en prison des toxicos arriver dans des états catastrophiques, et même parfois je les ai vus ressortir dans les mêmes états qu'ils sont rentrés. Donc forcément j'en ai davantage pris conscience, et plus je me suis éloigné de cette vie, et plus, oui évidemment, je me suis rendu compte que toute drogue confondue, quand je parle de toute drogue confondue, je parle aussi bien des choses légales qu'illégales. Toutes ces choses, elles ne devraient pas exister. Elles ne devraient ni être vendues, ni être consommées, c'est une évidence. Mais, enfin voilà, quand on est dans cette vie-là, nous, on ne se rend pas compte de tout ça. C'est vraiment après, avec le recul, qu'on commence à regarder un petit peu plus autour de soi et qu'on s'éloigne vraiment de ces produits, qu'on se rend compte effectivement de tout le mal que ça peut faire. Et y compris dans ce que je ne vois pas, c'est-à-dire dans les pays producteurs, toute cette pauvreté qu'il y a, quand on écoute les émissions, quand on écoute les reportages, on se rend compte évidemment de tout le mal que ça fait, c'est une évidence. Les clients que j'avais, c'était en général, c'était des gens que j'ai rencontrés en prison ou dehors. Il y en a que j'ai rencontrés dehors, et c'était exclusivement des revendeurs. Alors il y en avait qui étaient consommateurs et revendeurs, mais c'était des revendeurs qui achetaient par plusieurs kilos, plusieurs dizaines de kilos en fonction des produits. C'était pas les petits revendeurs de rue qui revendaient directement au coin de la rue. C'était vraiment des gens qui avaient les mêmes objectifs que moi, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté, voilà. Et c'est un peu comme une entreprise, hein, on essaye de grandir l'entreprise, on essaye de grossir les uns les autres, d'essayer de faire un maximum de profit, de mettre de côté pour pouvoir plus tard passer à autre chose. Dans tout cet argent que j'ai gagné, alors évidemment il y avait beaucoup de dépenses, c'était les hôtels 5 étoiles, c'était les grands restaurants, je ne mangeais qu'au restaurant midi, soir pendant des années. Ça a été les locations longue durée de voitures, de grosses voitures, ça a été beaucoup de voyages, c'était beaucoup de cadeaux. Vraiment on ne regardait pas la dépense, on dépensait vraiment vraiment beaucoup. Mais pas que, puisque cet argent, comme je le disais, mon but c'était de pouvoir mettre de l'argent de côté et de réinvestir dans quelque chose de légal. Donc j'avais dans un premier temps ouvert une entreprise de création et de gestion de site internet, qui me permettait de blanchir un peu d'argent. Et très rapidement, j'ai voulu faire un crédit pour acheter un immeuble à retaper. Donc au début, j'ai voulu passer par le biais de ma mère, mais ça n'a pas fonctionné au niveau des banques, et du coup j'ai demandé à mon frère, qui lui travaillait, qui avait rien à voir avec la vie que j'avais, s'il acceptait en tout cas de faire un crédit pour que je puisse acheter un petit immeuble en province. C'était vraiment pas une somme énorme à l'époque, ça n'a rien à voir d'acheter un immeuble de 20 étages, c'est un petit immeuble de province qui a 2 étages. Et donc je lui ai promis de lui donner à l'époque, c'était 50 000 francs, et d'ouvrir un compte pour le remboursement du prêt que je mettrais, sur lequel en tout cas je ferais tomber de l'argent régulièrement, que vraiment il aurait aucune inquiétude par rapport à tout ce qui concernait l'immeuble ou les impôts ou ce genre de choses. Donc il avait accepté, on a fait le crédit, j'ai acheté cet immeuble. Pendant 6 mois, j'ai mis 6 employés dedans, que j'hébergeais, que je logeais, que je logeais nourri. On a tout retapé, j'ai fait un 4 pièces en duplex, dans lequel j'ai logé ma soeur avec mes petites nièces. J'ai fait 2 autres appartements au premier étage, c'était un 2 pièces et un 1 pièce avec cuisine équipée, etc. Et au rez-de-chaussée, j'avais fait donc les travaux en tout, donc les gros travaux m'ont pris 6 mois, et on a peaufiné tout doucement parce que j'ai eu une incarcération entre deux. Ça a duré, je pense, 2 ans à peu près. Et au bout de 2 ans, à un moment donné, je suis sorti de prison, j'avais mis un petit peu d'argent de côté, j'en avais à l'étranger, j'en avais chez ma mère aussi, qui était en espèces, plus de l'argent qui circulait chez mes clients. Et à un moment donné, je me suis posé avec mon ex-épouse, et je lui avais dit, écoute, le but de tout ça, c'est de mettre de l'argent de côté pour investir et réussir un jour à vivre légalement. Je pense qu'on n'en est plus très loin.
Les 2 autres immeubles qui étaient voisins de celui que j'avais acheté étaient à vendre aussi, donc j'avais négocié les prix. J'avais suffisamment pour acheter et puis pour financer les travaux, donc je me suis dit c'est peut-être le moment de plier bagage, en fait, de récupérer mon immeuble, de le mettre à mon nom et puis de faire un crédit pour acheter les 2 autres, de manière à acheter, avoir pignon sur rue, enfin d'acheter légal avec de l'argent propre et de faire légèrement les travaux tout doucement, aussi bien avec la société pour tout ce qui était voyant, et puis avec l'argent sale pour tout ce qui n'était pas voyant. Donc j'en ai parlé à mon frère et j'ai été voir un notaire pour voir de quelle manière je pourrais reprendre cet immeuble à mon nom. Donc on avait trouvé un bien pour pouvoir le faire sans avoir à ressortir de somme d'argent. Et j'ai envoyé un texto à mon frère en lui disant voilà, on a rendez-vous chez le notaire tel jour pour que je reprenne l'immeuble à mon nom. Donc mon frère était en couple depuis quelque temps avec une nana que j'appréciais pas, cette fois que j'ai jamais apprécié, que j'apprécie pas. Et 3 jours avant notre rendez-vous chez le notaire, mon frère donc m'envoie un texto en me disant je ne viens pas chez le notaire, l'immeuble est à mon nom, et il est à moi. Donc forcément j'ai pris la voiture, je suis monté à Paris Furax. Je suis passé chercher ma mère en pensant qu'elle pourrait peut-être jouer un rôle apaisant entre moi et mon frère. Et arrivé en bas de chez mon frère, donc mon frère descend, on commence à se disputer, il me dit oui mais moi je travaillais toute ma vie, j'ai pas d'argent. Comme je l'ai dit, ton argent tu l'as dépensé avec ta compagne, pas avec moi. Ça c'est mon argent, c'est moi qui ai tout payé, c'est moi qui ai fait les années de prison. Puis il est monté ses grands chevaux en disant de toute façon c'est à mon nom, tu ne peux rien faire, c'est à moi. Donc je lui ai mis un coup de poing et au moment où je lui ai mis un coup de poing, la police était en train d'arriver puisqu'elle avait été prévenue par sa compagne. Et j'étais embarqué, j'étais mis en garde à vue. Puisqu'il a porté plainte pour coups et blessures. Je suis sorti de garde à vue, j'ai été voir ma mère, je l'ai trouvée en pleurs, elle m'a supplié, elle m'a dit écoute Yannick, tu peux pas faire de mal à ton frère, c'est aussi mon fils, voilà. Donc je suis rentré chez moi, je suis resté 48 heures enfermé dans ma chambre, à réfléchir, je suis sorti de la chambre au bout de 48 heures, j'ai été rejoindre ma femme. Et je lui ai dit, écoute, voilà, ça aurait été n'importe qui d'autre, j'aurais su comment régler ça, mais là, je peux rien faire, parce que si je fais du mal à mon frère, c'est à ma mère que je ferai du mal, et ça, c'est juste pas possible. Donc, je lui ai dit, j'ai mis 2 ans à faire cet immeuble, alors que j'étais parti vraiment de zéro. Aujourd'hui, avec la clientèle que j'ai, avec l'argent liquide que j'ai, et les connaissances que j'ai en matière de blanchiment, puisque j'avais tout appris sur le tas, je lui ai dit je peux refaire la même chose en 6 mois, je vais remettre le couvert. Donc j'ai recontacté tous mes fournisseurs parce que j'avais vraiment coupé les points avec tout le monde depuis 1 mois. J'ai recontacté mes fournisseurs, j'ai recontacté mes clients, j'ai remis le couvert, sauf que mes fournisseurs avaient les flics sur le dos depuis quelques semaines. Et donc du coup 2 mois après, on s'est tous fait arrêter. Pour trafic en bande organisée en international, donc une peine passible des assises spéciales. D'ailleurs, on est passé aux assises spéciales en 2009 pour ça. Voilà, ce serait long à raconter, mais bon, entre-temps, j'ai réussi à sortir sur une erreur de procédure, je me suis mis en cavale et j'ai été recherché par 4 départements en France, puisque j'ai eu d'autres clients qui sont fait arrêter sur des temps différents. Donc j'étais en cavale en Espagne, et lorsque j'étais arrêté en Espagne, il y avait 4 tribunaux qui me demandaient, un devant lequel j'étais acquitté et les 3 autres devant lesquels j'ai été condamné pour un total de 17 ans et 8 mois ferme, donc pour trafic de stupéfiants.